égyptiens. La diplomatie peut-elle apaiser les tensions autour de l'eau? Rendez-vous tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. D'abord l'essentiel de l'actualité économique du jour à l'international avec à la une l'accord trouvé entre l'Ukraine et le FMI pour le versement d'une aide en faveur de Kiev. Elle sera comprise entre 14 et 18 milliards de dollars et sera versée au cours des 2 prochaines années. C'est une partie du programme d'aide internationale dont le montant global atteindra 27 milliards de dollars sur 2 ans, là encore. Alors cet accord doit encore être validé par le conseil d'administration du FMI en avril. Hier soir, l'Ukraine avait accepté comme condition préalable d'augmenter de 50% au 1er mai les prix du gaz pour les ménages pour obtenir donc cette aide qui devrait lui permettre d'échapper à la faillite. Il n'y a pas d'argent dans notre budget. Nous dépendons entièrement des crédits de l'étranger. Si nous ne recevons pas d'argent de l'extérieur, nous pouvons faire face à des défauts de paiement. Une situation économique critique et en Allemagne on signalera cette grève générale dans les services publics qui paralyse notamment le trafic aérien. Environ 600 vols ont dû être annulés ce jeudi dans 7 aéroports dont le plus important, celui de Francfort. Le puissant syndicat Verdi réclame une revalorisation des salaires pour les 2 millions d'employés allemands des services publics. Il est parvenu à mobiliser plus de 50 000 personnes. Autre actualité en Europe, la hausse très nette au mois de février du nombre de demandeurs d'emploi, 31 500 nouveaux inscrits, plus 0,9%, un 4e mois consécutif de hausse et sur un an, la progression est de 4,7%. Le nombre total de chômeurs en métropole atteint un plus haut historique, 4,93 millions de personnes. La nouvelle survient au plus mauvais moment pour le gouvernement et la gauche entre les 2 tours des municipales. Le combat pour l'emploi est un combat de longue haleine que nous menons avec détermination. Il y a des résultats qui ont déjà été obtenus, une décélération du niveau de la croissance du chômage. Bon, il peut y avoir, et c'est le cas, un mois qui est moins bon que d'autres. Il y avait eu au 4e trimestre 2013, on le sait, une inversion de la courbe du chômage. Aux États-Unis, Bank of America veut en finir avec les fantômes de la crise financière de 2008. Le groupe a accepté hier de payer 9,3 milliards de dollars pour clore un épisode judiciaire de prêt immobilier toxique. La somme sera versée à Fannie Mae et Freddie Mac, 2 agences semi-publiques de refinancement hypothécaire, à qui Bank of America avait vendu des prêts toxiques pour 57 milliards de dollars. C'était au milieu des années 2000. À noter que Bank of America a réussi malgré tout les tests de résistance de la Fed américaine. 5 grandes banques du pays ont-elles échoué de leur côté, et parmi elles, le géant Citigroup. L'Amérique latine à présent, serait-ce une révolution? Cuba veut séduire les investisseurs étrangers. Le gouvernement a décidé d'exempter d'impôts sur les bénéfices pendant au moins 8 ans les entreprises qui investiraient à Cuba. Des capitaux étrangers dont a cruellement besoin cette économie communiste. Le président Raúl Castro a lancé il y a 2 ans un processus de modernisation de ce modèle avec une ouverture limitée à l'économie de marché. Et puis en Israël, la compagnie pétrolière australienne Woodside Petroleum devrait signer ce jeudi un accord pour acquérir 25% du gisement gazier Léviathan, situé au large de Haïfa. Montant de la transaction 2,7 milliards de dollars. Un accord dénoncé hier par des manifestants à Tel Aviv qui réclament davantage de taxes pour ces grands groupes. Les réserves de Léviathan sont estimées, on le rappelle, à 500 milliards de mètres cubes de gaz. La visite en France du président chinois, on y vient. Alors tout semble aller pour le mieux. Une moisson de contrats, 50 au total pour 18 milliards d'euros. Xi Jinping revêtirait volontiers l'habit du sauveur pour l'économie française. Mais derrière les chiffres, un objectif pour François Hollande, rééquilibrer la balance commerciale avec l'empire du milieu. Si la Chine est le 2e fournisseur de la France, Paris n'est que le 19e importateur pour Pékin. Avant de retrouver Lionel Friedfeld, 2 points avec Anthony Lesme. Xi Jinping n'est pas venu les mains vides. Arrivé en France mercredi pour 3 jours, le président chinois a sorti son carnet de chèques. Au total, plus de 18 milliards d'euros de contrats ont été signés entre les 2 pays. Une bonne nouvelle pour la France qui accusait l'an dernier un déficit abyssal de 26 milliards d'euros à l'égard de la Chine, soit 40% du déficit de son commerce extérieur global. Pendant ma visite, des douzaines d'accords et de contrats ont été conclus entre les 2 parties dans des domaines aussi variés que l'énergie nucléaire civile, l'aéronautique, l'automobile, les matières premières, la finance, l'agriculture, le développement durable, l'éducation, la science et la technologie, la culture et dans le domaine social également. Symbole de ce partenariat stratégique, l'arrivée de Dongfeng aux capitales de Peugeot.
L'accord finalisé à l'Elysée permettra aux constructeurs chinois d'injecter 800 millions d'euros et de détenir 14% du capital de PSA, une porte d'entrée sur le marché asiatique. Mais la France n'a que 1% de part de marché en Chine, contre 5% pour l'Allemagne. Et les investissements en France représentent moins de 1% des investissements chinois à l'étranger. Bref, la France est une goutte d'eau pour la seconde économie mondiale. Un retard que François Hollande souhaite combler. Il promeut davantage de collaboration et des investissements conjoints. C'est le cas avec Airbus Hélicoptères et son homologue chinois Avich. Les deux compagnies doivent produire en France et en Chine 1000 hélicoptères dernier cri d'une valeur de 5,8 milliards d'euros. Alors que le chômage en France est reparti à la hausse, ces contrats donnent une bouffée d'air au président français qui, une fois n'est pas coutume, joue les VRP. Au moment où nous devons améliorer notre compétitivité, au moment où je lance le pacte de responsabilité, c'est très important que nous démontrions la valeur de nos entreprises et la capacité qu'a la France de pouvoir, avec la Chine, avoir un partenariat à ce niveau. Ces signatures interviennent alors que le climat s'améliore entre Pékin et Paris. Accusés de subventions déloyales, les vins européens ne feront plus l'objet d'une enquête par le gouvernement chinois. Puis, bloqués en raison d'une taxe au CO2, la Chine devrait aussi débloquer le gel des commandes de 27 Airbus à 330. Voilà, Airbus, Peugeot, beaucoup de contrats, beaucoup d'espoir pour cette visite historique, diront certains. 50 ans, on le rappelle, de relations diplomatiques entre les deux pays. Avec nous pour en parler, notre analyste financier Lionel Friedpel. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Alors d'abord un constat, la France a mis les petits plats dans les grands pour cette tournée européenne, pour cette visite du président chinois. Il va falloir s'y habituer. Alors effectivement, en tout cas, la Chine a décidé de venir en Europe et elle a déjà venu en France avant d'aller en Allemagne et puis après en Belgique. C'est tout un symbole. Ouais, alors l'état des relations franco-chinoises, on va en parler, c'est d'abord ce déséquilibre énorme au niveau des échanges. Est-ce que c'est vraiment ça le problème aujourd'hui pour la France ? Alors effectivement, en fait, la Chine a exporté 50 milliards de dollars de biens et notamment de services en France, mais principalement tout ce qui est informatique, tout ce qui est électronique, tout ce qui est textile, jouets. La France n'a exporté en Chine que 20 milliards de dollars, principalement des alcools, du fromage, de la cosmétique et un peu de luxe. Donc on voit qu'effectivement la France a complètement, sa balance commerciale est déficitaire de 30 milliards de dollars, ce qui est un chiffre important. Et cette rencontre aujourd'hui en France est justement là pour effectivement faire évoluer les choses. Ouais. Et la France, qu'elle veut en priorité, c'est du cash vraiment ou plus que l'accès à cet immense marché chinois avec une classe moyenne en très fort développement, en expansion ? Alors la France, sa priorité sur ce voyage, c'est évidemment le volet économique. Pourquoi ? Parce qu'elle voit la Chine comme une grande nation qui a notamment des réserves de devises énormes, numéro 1 au monde dans les réserves de devises, et qui fait des investissements à l'étranger. La Chine souhaite diversifier ses investissements, donc c'est logique que la France reçoive une partie de ces investissements, premièrement. Et deuxièmement, les entreprises françaises ont du mal à exporter, mal par rapport aux pays émergents, notamment la Chine et l'Asie, et donc effectivement, il peut y avoir une très bonne complémentarité entre la Chine et la France d'un point de vue français. Et la France a pris conscience, vous pensez, de son retard sur le marché chinois par rapport à l'Allemagne, par exemple ? Elle a pris conscience, la France vend très mal en Chine, elle a simplement 1% de part de marché, l'Allemagne a 5% de part de marché, vraiment en retard. Petit lot de consolation pour les investissements directs chinois en France. La France est le premier pays destinataire de ces investissements dans l'Union européenne, mais simplement la Chine consacre 1% de ses investissements internationaux à la France, donc il y a encore effectivement beaucoup de place pour la progression. Ouais. Alors c'est un peu anecdotique, mais c'est quand même significatif. Dongfeng, le groupe chinois qui va posséder maintenant 14% du capital de PSA, comme la famille Peugeot, est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse ? Est-ce que finalement beaucoup de grands groupes français n'auront plus le choix bientôt ? C'est exactement ça, c'est que les entreprises françaises ont besoin d'argent, de cash. Les Chinois aujourd'hui ont de l'argent, donc il y a des investissements qui se font dans ce sens. Effectivement, l'accord avec PSA est historique, mais on va voir dans le futur encore plus d'accords, parce que les sociétés chinoises vont vouloir racheter des sociétés françaises, et ça va dans le sens en fait de l'histoire. Toujours dans ce même sens. Dans le sens de l'histoire. Et effectivement, on a vu, ça a été 18 milliards de contrats signés dans ce voyage. On vend des Airbus, on vend pas mal de technologies. En fait, les Chinois viennent en France pour faire leur empreinte également. Ouais. Alors la Chine, elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle a à gagner de ce rapprochement ? Est-ce que c'est des intérêts uniquement économiques ou aussi politiques ? Est-ce que la France, finalement, est en train de devenir un allié stratégique pour Pékin ? Alors effectivement, la Chine, il y a un volet économique qui est important, mais un volet diplomatique qui est également extrêmement important. Économique tout d'abord, la Chine est en pleine progression. Il y a une middle class qui est en train de se créer. Les Chinois ont besoin
d'énormément de produits, d'infrastructures, et la France est très forte, on le sait, dans l'agroalimentaire notamment, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'armement. Donc c'est logique que la Chine en fait, vienne en France pour faire un petit peu ses emplettes. Et d'un côté plutôt diplomatique, la France est membre permanent du Conseil de sécurité aux Nations Unies, ce que n'est pas l'Allemagne. Et en fait, la Chine a besoin d'un allié. Ça ne peut pas être les États-Unis, puisque les États-Unis ont déjà un partenariat stratégique avec le Japon depuis de nombreuses années. Et puis la Russie qui s'affaiblit aussi. La Russie, ils ne peuvent pas exactement avoir un dialogue avec les Russes. Donc la France, effectivement, le partenaire stratégique, notamment que la France connaît très bien l'Afrique, et les Chinois veulent investir encore plus en Afrique. Merci Lionel pour tous ces éclairages. Merci. Et gros plan maintenant sur ce projet pharaonique qui inquiète l'Égypte. L'Éthiopie ambitionne de devenir le premier producteur d'électricité du continent africain. Comment ? Eh bien grâce à un barrage construit sur le Nil qui doit être opérationnel dans 3 ans avec une capacité de 6000 MW. Renaissance, et son nom suscite pourtant des querelles entre Le Caire et Addis Abeba. Tout pourrait toutefois s'arranger par voie diplomatique. Johanna Citruc. Des entretiens fructueux pour un projet ambitieux. En début de semaine, les ministres en charge de l'eau de l'Éthiopie, de l'Égypte et du Soudan se sont rencontrés. Au menu des discussions, un projet de grand barrage éthiopien sur le Nil. Ce projet bénéficiera autant au pays en amont qu'à l'Éthiopie. Ce sera 50-50. Le bénéfice sera 100% et les pays en amont en profiteront aussi. Comment ? Cette structure servira de rempart contre les inondations. Nous construisons ce barrage sur un affluent pour générer de l'électricité. Sur environ 500 mètres et doté d'une capacité de 6000 MW, l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires, ce barrage hydroélectrique devrait coûter plus de 3 milliards d'euros. Une somme nécessaire pour garantir qualité et sécurité. Nous investissons notre argent durement gagné. Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité ni sur la sécurité. Comme je vous l'ai déjà dit, nous respectons les standards, les codes, les règles internationales. Nous mettons en œuvre cette pratique, cette ingénierie, cette science. Mais si les 3 pays semblent s'accorder, tout n'est pas encore réglé. L'Éthiopie assure que l'impact sur le niveau des eaux du fleuve sera minime. Mais le Caire réclame des études supplémentaires. L'Égypte considère que ses droits historiques sur le Nil sont garantis par 2 traités, de 1929 et 1959, qui lui accordent entre autres un droit de veto sur les projets jugés contraires à ses intérêts. Des accords toutefois contestés par la majorité des autres pays du bassin du Nil. Oui, en tout cas, de belles promesses de prospérité et beaucoup de détermination côté éthiopien. On passe au Media Watch. La revue de presse. Alors on va parler de French bashing avec un article du New York Times qui dresse un tableau noir de l'entrepreneuriat en France. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors au revoir entrepreneur, c'est le titre de cet article controversé. Oui, à travers plusieurs portraits d'expatriés français installés à Londres, des jeunes entrepreneurs qui sont venus monter leur société dans la capitale britannique, la journaliste Liz Alderman dresse le portrait de la France et un portrait plutôt peu flatteur. Elle parle entre autres de la déprime des travailleurs, de la stigmatisation des riches, de l'administration qui est souvent trop compliquée, trop lourde pour les entreprises, mais aussi de l'exode des entrepreneurs, puisque selon son article, sur un total de 63 millions de Français, 1,5 million vivent à l'étranger, c'est 60% de plus que dans les années 2000. Mais quand on regarde ces chiffres de plus près, on se rend compte que seulement 2 expatriés sur 10 sont des créateurs d'entreprises. Donc les entrepreneurs ne cherchent pas tous à quitter la France, ils ne cherchent pas tous à monter leur business hors de l'Hexagone. Finalement, cet article, c'est plus une succession de clichés, d'idées reçues que la réalité. Ouais, c'est pas brillant tout ça. Alors hier, on évoquait l'entrée en bourse de l'éditeur du jeu Candy Crush. Finalement, on peut le dire, une introduction ratée, franchement. Oui, c'est le cas de le dire. Pour la première journée, donc pour sa première journée à Wall Street, King Digital a perdu 13%. Alors c'est vrai qu'une introduction en bourse, alors que le succès du groupe ne repose que sur un seul jeu, Candy Crush, c'était plutôt une stratégie risquée, mais c'est la tendance, c'est la mode. Depuis quelque temps, les introductions en bourse se multiplient et les experts craignent même la formation d'une bulle spéculative sur les valeurs technologiques, un petit peu comme celle de la fin des années 90. Et pourtant, selon un autre article du site internet Quartz, il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisqu'on est encore assez loin des niveaux atteints à cette période.
Entre 1999 et 2000, près de 800 entreprises high-tech sont entrées en bourse, que ce soit au Nasdaq ou au New York Stock Exchange. Et entre 2012 et 2013, c'est seulement 90. Et c'est une tendance qui devrait se confirmer. Ça devrait se passer de la même façon en 2014, puisque depuis le début de l'année, seulement 10 entreprises high-tech sont entrées en bourse. On surveillera tous avec attention. Merci Johanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.